C'est pour cette abondance de nature, cette terre vierge à 13 000 km de la France, en Papouasie occidentale, que Thibaut a tout quitté. C'est fou quand même que dans un endroit comme aussi beau que celui-là, on arrive encore à être tout seul. Voilà, on est le seul bateau. Ouais. C'est génial. C'est encore méconnu, c'est encore trop retiré. Donc c'est vraiment les aventuriers, les gens qui ont vraiment envie de venir qui viennent. Ce Lyonnais vit aujourd'hui dans ce qui ressemble au paradis. Il a découvert cet archipel indonésien lors d'un voyage il y a 6 ans. Il était alors en vacances. Et oui. Première fois que j'ai vu ça, je me suis dit c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu au monde. Je suis déjà allé aux Philippines à El Nido, j'ai fait Koh Phi Phi, mais unbeatable. Franchement, il n'y a pas mieux. J'ai la même réaction qu'il y a 6 ans. La surprise en moins, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est le paradis. Ouais. 1500 îles forment l'archipel des Raja Ampat. Une jungle éparpillée sur une mer au confluent du Pacifique et de l'océan Indien. L'épicentre mondial de la biodiversité marine. Sur l'équivalent du 10e de la superficie de la France, 75% des espèces de coraux de la planète. Dans une eau qui semble encore préservée du grand carnage des océans. Des îles perdues encore méconnues des touristes, où l'on mène une vie de Robinson. Sur l'île de Cry, Thibaut, 36 ans, s'est installé avec sa compagne américaine Kerry. Ils ont investi 50 000 € pour ouvrir un centre de plongée, juste à côté d'une pension de famille tenue par des papous. On a tout construit, ouais. De A à Z. T'avais juste du sable en fait ici. Ouais. Bah, c'est aussi pour la raison pour laquelle on s'est installé ici. Regarde la vue qu'on a. Et puis voilà, ça tourne bien. Pour s'offrir son rêve, pendant 2 ans, cet entraîneur sportif de formation met de l'argent de côté, en étant vélo-taxi à Lyon, puis en travaillant dans les mines en Australie. En 2016, Thibaut quitte définitivement la France pour enseigner la plongée à Bali. Kerry, alors en vacances, est l'une de ses élèves. Je suis rentrée dans un centre qui m'a dit d'aller sur la plage et que le prof m'attendait. Et là, c'était lui. J'ai fait mes premiers cours avec lui, on a passé la semaine ensemble. Je suis tombée amoureuse immédiatement dans les premières heures. Tu as le pouvoir de l'instructeur de plongée. Est-ce que ça aurait été le cas si tu m'avais rencontré sur mon tricycle à Lyon à faire du vélo-taxi? Peut-être pas. Sur mon tracteur. Depuis 2 ans, ils ont posé leurs valises sur cette île coupée du monde, sans route ni voiture, avec la plage comme seul horizon. Comme les quelques papous qui vivent ici, ils dorment dans un bungalow, sans porte ni salle de bain. Bah, ma salle de bain, je la partage avec tout le monde. C'est fait en feuilles de... Ouais, en feuilles, quoi. Ouais, de palmier. Je peux vous montrer, hein, si vous voulez. T'as de l'eau, et puis t'as une coupelle ou une scoop comme ça, là. Et puis tu te verses de l'eau dessus. Alors, ouais, ils ont eu du goût, ils ont mis une petite planche en bois, comme ça tu te salis pas les pieds quand tu douches. Bon, les miens sont déjà sales, mais regarde, tu peux te rincer les pieds, c'est sympa. Grâce aux touristes qui viennent se perdre ici, Thibaut et Kerry peuvent réaliser jusqu'à 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, ils parlent parfaitement l'indonésien et ils ont appris à aimer le poisson. Bonjour, ces poissons sont réservés pour l'hôtel, c'est bien ça? Est-ce que je peux aller les choisir dans le bateau? Il ne reste que ça. On ne sait pas toujours quand il va passer sur l'île, mais dès qu'il a quelque chose à vendre à l'hôtel, il vient. Et c'est super pour nous, aussi pour lui. Pour tout le reste, l'île ne dispose d'aucune épicerie, ni même de culture ou d'élevage.
Est-ce qu'il y a des choses spéciales dont vous avez besoin pour la cuisine? Car personne ne m'a fait de liste aujourd'hui. Juste des légumes, ok. Pour le ravitaillement, Carrie se rend tous les samedis à Wasai, la capitale de l'archipel, à 1 heure de bateau. Ce jour-là, elle accompagne Mama Guntur, enceinte de 7 mois. Elle part accoucher en ville. Son petit garçon d'1 an a toujours vécu sur l'île. C'est la première fois qu'il découvre le monde moderne. Quoi? Une voiture? Il est très excité car il voit une voiture pour la première fois. Il fait le bruit du moteur. Il appelle le chauffeur. Kerry, 26 ans, a étudié la communication et le journalisme aux États-Unis. Elle a grandi dans l'Oregon, sur la côte ouest. Biberonnée aux hypermarchés et au e-commerce, le changement est radical. J'ai une grosse pression sur les épaules. Je ne dois rien oublier, car après je ne reviens pas ici avant 1 semaine. Et surtout l'essentiel, le chocolat. Est-ce que depuis que vous avez déménagé ici, vous avez changé votre manière de consommer? Oui, complètement. Aux États-Unis, c'est une société consumériste. Tout le monde s'achète tout le temps des vêtements. On se persuade qu'on a besoin de ce nouveau bijou, de cette nouvelle lotion pour le visage. Vivre ici te fait réaliser à quel point tu n'as pas besoin de tout ça. Et c'est une bonne leçon. À Wasai, Kerry fait aussi le plein de fruits et légumes, d'eau potable et d'essence pour les bateaux et les générateurs d'électricité. 1200 litres chaque semaine. Sur l'île de Crie, le courant ne fonctionne que quelques heures par jour. L'eau provient d'un puits, le même depuis 80 ans. Même si l'eau est un peu salée, Kerry n'a pas d'autre choix pour sa lessive. En quelque sorte, un retour en arrière, dont elle ne se plaint pas. C'est un petit prix à payer pour vivre au paradis. Tu réapprends à apprécier les choses. Quand tu portes un t-shirt qui sent bon, tu sais qu'il est propre, car tu l'as lavé à la main. Tu ne penses pas à ce genre de choses quand tu rentres chez toi, que tu jettes tes affaires dans la machine et que c'est terminé. Thibaut est tout le temps sur la mer en train de plonger pendant la journée. Donc c'est moi qui lave le linge, qui nettoie la chambre. C'est assez drôle car je suis vraiment féministe. Mais là, d'une certaine manière, féministe. c'est une répartition des rôles à l'ancienne. Tous les soirs, le couple partage le repas des papous. Ce sont mes légumes préférés. Ah, c'est bon. Je peux utiliser mon doigt pour voir si c'est assez salé? Oui, c'est bien. C'est bon? C'est quoi exactement ce que tu as préparé? Ce sont des haricots verts avec du tempeh. Ah, ok. J'ai déjà ramené du saucisson, du fromage, mais ils aiment pas ça. Le fromage, ils sont comme ça quand ils mangent du fromage. Ils disent que ça pue et ça leur fait relever le cœur. Le saucisson, ils aiment bien. Thibaut et Kerry ont été adoptés par cette famille papou, qui a accepté de leur louer un emplacement pour leur club de plongée. Ce sont 4 frères, tous anciens pêcheurs. Bon appétit.
Papa Ryan a abandonné son bateau il y a 5 ans pour ouvrir un petit hôtel. Thibaut et Kerry aident pour l'accueil des touristes en anglais. Les habitants ici vivaient juste de la pêche et de l'agriculture. Les nouveaux revenus du tourisme nous servent à faire vivre nos familles et à scolariser nos enfants. Est-ce que vous sauriez situer sur une carte la France ou les États-Unis? Oh là là! Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé de carte. Et vous savez qui est le président des États-Unis? Obama, je sais, mais le suivant, je me souviens plus. Ça me plaît. J'aime bien cette réponse. J'aime bien cette réponse. Se déconnecter de la modernité pour s'offrir le luxe d'une nature immaculée. C'est aussi le choix qu'a fait un autre Français. Depuis mai dernier, Tony Oudré, 39 ans, vit comme un nomade de la mer. Ce directeur de croisière navigue entre les îles de l'archipel. Il dort dans cette petite cabine. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'appartement, il n'y a plus de... Non, c'est ici pour l'instant. Jusqu'à temps que je travaille sur le bateau, c'est ma maison. Même quand je suis à terre, je reste sur le bateau. Aujourd'hui, toute sa vie tient dans ce bagage. Qu'est-ce que j'ai dans cette valise? Je sais pas, je ne sais plus. Ouais, bah, j'ai des t-shirts, voilà. Quand je rentre en France, j'ai besoin de quoi? Bah, j'ai besoin de... Ah ouais, bah ouais. La dernière fois que j'étais à Paris, j'ai acheté des gants, j'avais trop froid. J'ai des gants, une paire de chaussures. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis cette paire de chaussures? Bah, il y a un an et demi. Et je dois avoir sûrement, voilà, un bonnet au cas où, un jean, voilà. Et c'est tout. Le reste, c'est que des affaires d'été, voilà. J'ai pas de manteau, j'ai que ça, voilà. Cette semaine, Tony s'occupe d'un groupe de 16 Américains. Tous plongeurs passionnés, ils se sont offerts 11 jours de croisière. 5 000 € par personne, vol non compris, pour découvrir les fonds marins les plus riches de la planète. Everybody's here. All right, guys. Today we're gonna dive Cape Crete. So I give you a few words yesterday about Cape Crete. It's a really nice dive site. I remind you, it's the one where they recorded the most species in one dive in the world. All right, let's go diving, guys. You can go on your boat, boat number 1, boat number 2. Sur ce site, face à l'île de Crete, un scientifique a dénombré en une seule plongée 595 espèces de poissons différentes. Un record. 3, 2, 1, go! L'archipel des Raja Ampat est situé à l'épicentre du triangle de corail, le jardin d'Éden sous-marin de la planète. Dans une zone épargnée par les cyclones et les ouragans, au carrefour des courants nourriciers qui arrivent du Pacifique, l'archipel concentre 10 fois plus d'espèces de coraux que les Caraïbes. On y dénombre 1427 espèces de poissons. Des raies mantards, 6 des 7 spécimens de tortues marines dans le monde. Ou encore le requin Wobbegong, un requin tapis à la barbichette florale, endémique de la région. Les scientifiques surnomment ces fonds l'Amazonie des mers. J'ai vu une pieuvre! Une pieuvre! Kim a déjà plongé plus de 1000 fois, aux Philippines,
aux îles Salomon ou encore aux Fidji. Cette habitante du Montana rêvait de venir ici depuis 4 ans. Les gens disent que c'est le plus bel endroit du monde pour plonger. Eh bien, vous comprenez pourquoi quand vous venez ici. Il y a tellement de poissons partout. Tellement. Tony enseigne la plongée depuis 4 ans. Plus jeune, il avait la phobie de la mer. Lors d'un voyage en Thaïlande à 30 ans, il ose mettre la tête sous l'eau pour la première fois. À cette époque-là, Tony vendait des piscines à Montpellier. En CDI, il gagnait plus de 3 000 € par mois. Ça, c'est mon ancienne boîte. Je crois que c'est l'une des dernières années où j'étais responsable commercial. Moi, je suis là. Je gérais une équipe de 9 personnes, un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. J'avais un appartement à Montpellier, une voiture de fonction, je faisais mes courses comme tout le monde, j'occupais mes week-ends comme tout le monde. Une vie normale. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre cette vie-là et votre vie d'aujourd'hui? Le cadre de vie déjà a changé, voilà, ça c'est ma vie de bureau. C'est pas celle que j'ai là-bas quand j'étais à l'époque à Pou Technologies. La liberté aussi, puisqu'au final, là, c'est moi qui choisis un peu la voie que je souhaite prendre. Une fois qu'on est engagé dans un CDI en France, en gros, je vais caricaturer, mais on veut le garder, parce qu'on a aussi plein de choses à payer, on a des choses on a plein de trucs à payer. Pour l'instant, Tony ne se voit pas quitter sa région d'adoption. Il gagne 2 000 € par mois, nourri, logé, blanchi. Presque de l'argent de poche qu'il utilise pour rentrer en France tous les 18 mois. Allez, follow me. It's this way. Look at the sunset over there. It's beautiful. Chaque retour au pays est un périple. Un ferry, 3 avions, 36 heures de voyage. Est-ce que dans ces moments-là, parfois, vous pensez à vos amis, à votre famille? J'ai eu des périodes où je me suis dit, les amis me manquent, ou ça me manque, mais en ce moment, non. En ce moment, ça va très bien. Génial. C'est mon nouveau mot. C'est mon nouveau mot pour les Raja Ampat. Oui, tout est génial. Ouais, that's why I'm here. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, ce ne sera pas comme ça, donc il faut en profiter tant qu'on peut, quoi. En 2009, il n'était que 2000 touristes à s'aventurer ici. Aujourd'hui, ils sont 20 fois plus. En 10 ans, une quinzaine de resorts ont vu le jour, ainsi que 150 chambres d'hôtes tenues par des papous. Une explosion touristique qui menacerait l'archipel, selon Max Hammer, un Néerlandais de 59 ans. Vous pouvez voir, il y a plein de carangues et de requins. Vous pouvez nager avec eux, ils vous regardent, c'est magnifique. Il n'y a aucun danger. Paradoxalement, c'est lui qui a fait venir les premiers touristes. Ce passionné de la Seconde Guerre mondiale a débarqué au Raja Ampat en 1989, à la recherche de vestiges militaires. Je pense que j'ai été le premier étranger à venir ici depuis le début des années 60. Parce que, bon, c'est une longue histoire, mais à l'époque, c'était interdit de voyager ici. C'était au-delà des frontières autorisées, donc on ne pouvait pas venir. Max Hammer décide de s'installer. En 1993, il ouvre un premier hôtel puis un second, celui-ci en 2004. Voici l'un des bungalows. Wi-Fi, air conditionné, salle de bain. Le confort moderne a un prix, 600 € la nuit pour 2 personnes en pension complète. Là, on est vraiment sur la plage. On ne peut pas faire plus près. Afin de limiter son impact sur l'environnement, Max n'a construit que 7 bungalows. Et il passe l'essentiel de son temps à concevoir des innovations écolo. Comme ce catamaran électrique. Là, les plongeurs pourront très facilement remonter à bord. L'idée, c'est que la fabrication nous coûte le moins cher possible afin de vendre le bateau à un prix abordable à tous les centres de plongée.
Comme ça, ils l'achèteront et ils pollueront moins. Max innove. Il cherche aussi à alerter. Sa croisade du moment, la multiplication des bateaux de croisière, jusqu'à 150 en haute saison. Certains se comportent très bien, ils font attention, ils sont respectueux, mais d'autres font beaucoup de dégâts avec leur ancre. Je me bats pour qu'ils aient des zones de mouillage délimitées. Les ravages sur le corail seraient considérables. Max en a fait la démonstration au gouverneur des Raja Ampat. D'une manière fracassante. La centaine de vers représente le corail. Lui imite l'attitude de certains croisiéristes. Pour le moment, il n'a pas eu gain de cause, mais il y a quelques années, il avait obtenu l'interdiction de la pêche à la dynamite aux abords des côtes. Pour se faire entendre, Max n'hésite pas à faire venir des scientifiques. Depuis quelque temps, il a remarqué la prolifération d'algues sur les coraux, comme de mauvaises herbes dans un potager. Peut-être la conséquence du rejet des eaux usées des hôtels et des bateaux dans la mer. Il a chargé Philippe Dustan de le démontrer. Bonne plongée? Ouais, super. Tu t'es éclaté? Phil est un biologiste marin américain de 73 ans, spécialiste du corail. Il a été le bras droit du commandant Cousteau dans les années 80. Ça, c'est ce que j'ai ramassé en une demi-heure. Imaginez, ma main est un corail. Les algues commencent à pousser dessus. Alors je suis un corail. Je n'ai plus la lumière du soleil, je ne peux pas me nourrir, et je suis étouffé, donc je meurs. Ce qui se passe, c'est que les coraux sont l'élément structurel de la mer, comme les arbres dans une forêt. Si tu retires les arbres, il n'y aura plus d'oiseaux. Eh bien, les poissons sont les oiseaux et les coraux, les arbres. Max, ce n'est pas paradoxal de faire venir des touristes et en même temps de vouloir protéger l'endroit? Non, si on n'était pas là, ce serait pire. Quand on est arrivé, les locaux pêchaient ici avec du cyanure et des bombes. Ils vendaient des ailerons de requins. Tout ça, c'est terminé. Les gens d'ici préfèrent la situation actuelle. Ils sont heureux de voir des étrangers arriver, fiers de leur région, et ils ont un sens de l'écologie aujourd'hui. Phil étudie les fonds marins depuis 1970. Il a déjà constaté la dégradation des coraux en Floride, à Bali ou en Jamaïque. Ça, c'était le récif considéré comme le plus riche de toute la côte caraïbe. C'est en 1972. Regardez ce corail-là. Là, on est en 2013. Et c'est exactement le même corail. Ce que j'ai vu tout au long de ma vie me donne la conviction que c'est ça qui risque d'arriver ici. C'est pour ça que je suis là. Encore relativement préservés, les Raja Ampat seraient le dernier bastion à sauver pour les scientifiques. Certains ont décidé d'y consacrer tout leur temps, bénévolement. C'est le cas d'Arnaud Brival, un Français originaire de la Côte d'Azur, diplômé d'un master de gestion environnementale. Aujourd'hui, il replante du corail dans les zones endommagées il y a 10 ans, quand la pêche à la dynamite était encore autorisée. Cette technique traditionnelle était destinée à tuer un maximum de poissons. Arnaud, avec l'aide d'Eddie, un ranger du parc marin, attache des fragments de corail sur des structures métalliques, comme des boutures. Un travail fastidieux commencé il y a 8 mois. C'était génial. Ouais. Il y avait des fragments qu'on a plantés qui faisaient de la taille d'une main, là qui faisaient cette taille-là, quoi. Et donc, à entendre parler du corail qui dépérit partout dans le monde, voir ça, là, ça
ça fait du baume au cœur, quoi. Depuis son premier stage ici en 2014, Arnaud, 30 ans, n'a pas de domicile fixe. Avec sa petite amie australienne, il transporte son baluchon d'île en île au fil de ses missions. Comment on gagne sa vie quand on fait ce que vous faites là? On s'efforce à ce que la vie ne nous coûte rien. Voilà. Sinon, pour l'instant, c'est d'amour, d'eau fraîche et de passion, quoi, vraiment. Vous dormez où ce soir? On sait pas encore. C'est la vraie réponse, on sait pas encore. Mais on va bien trouver. Un proche d'Eddie, le ranger, lui offre finalement une nuit dans un de ses bungalows. Ça va être notre abri du tour. Une chambre normalement facturée 40 € la nuit. En attendant d'obtenir un visa de travail et d'être embauché pour ses missions, ce nomade écolo compte sur la débrouille et le réseau français de l'archipel. Thibaut, le propriétaire du club de plongée sur l'île de Cry, lui offre son aide pour la journée, ainsi que son bateau et l'équipement de plongée. Ce matin, Arnaud part en guerre contre des étoiles de mer qui peuvent atteindre 1 mètre de diamètre et qui rongent le corail. Donc ouais, ça c'est un mélange d'eau et de vinaigre, tout simplement. Et on utilise ça pour se débarrasser de ces étoiles de mer. Ouais, donc ouais, c'est bon, ça marche. Arnaud tue ces monstres marins en leur injectant du vinaigre dans l'estomac. Ces étoiles dévorent 1 mètre carré de récif par semaine. Depuis 2 ans, elles prolifèrent anormalement dans la région. Le réchauffement de la mer et le rejet des eaux usées seraient en cause. Je vous en ai remonté une pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Faites attention de ne pas vous piquer. Ça, c'est pour l'humain, c'est piquant aussi, ça, ou pas? Enfin, c'est. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Il y a un peu de poison. Dans des conditions tropicales comme ici, ça s'infecte très vite. Il faut faire très attention parce que. Voilà. Combien vous en avez tué alors? Je pense qu'à nous tous, on a eu plus d'une 50aine. Dans la Grande Barrière de Corail, par exemple, en Australie, c'est ces bestioles-là qui sont responsables d'une grande partie de la dégradation de la Grande Barrière de Corail, dont beaucoup de gens ont entendu parler. Chaque étoile de mer, elle peut produire 50 à 60 millions d'œufs par saison. Et si les dizaines ou les centaines qu'on a ici produisent chacune leurs 60 millions d'œufs, dans une ou 2 saisons, ça peut devenir un problème beaucoup plus important à Raja Ampat. L'essor du tourisme menace la pureté des mers, mais aussi celle des terres. Sur leur petite île de Cry, Thibaut et Kerry organisent chaque semaine des séances de ramassage de déchets. Avec tous les enfants du village. Où est-ce qu'on commence? Bon, on va partir de ce nouveau bungalow et on terminera au cimetière. On va aller jusqu'au cimetière. Di sini ada gelas. Siapa yang peduli gelas? Gelas. C'est moi qui l'ai. Ada ini. Ça, ce sont les conséquences directes du tourisme. Les hôtels achètent de la nourriture pour les touristes, comme du riz par exemple, dans des sacs comme ça. Et puis, au lieu de s'en débarrasser correctement, ils les jettent sur la plage. Très bien. Bon boulot. Pourquoi vous ne faites pas plutôt le ramassage avec les propriétaires des hôtels? Les habitudes des plus vieux sont trop difficiles à changer. C'est plus facile de donner les bons réflexes aux enfants et de leur faire prendre conscience de ces enjeux très tôt. Dans l'archipel comme dans toute l'Indonésie, il n'existe aucun système de ramassage des déchets. Toi, tes parents, ils font comment avec les déchets? Ils les brûlent? Oui, ils les brûlent. 3 kilos, 4 kilos.
1,5 kg, 5, 6, là t'en as plus, t'as peut-être 8 kilos, tu dois avoir 25 kilos en une demi-heure. Une demi-heure et on n'est pas allé loin, on a fait 200 mètres là sur la plage. Ouais. Pour éviter l'incinération de ces ordures sur l'île et les fumées toxiques, Thibaut et Kerry emporteront ces sacs en bateau lors du prochain ravitaillement. Après la Chine, l'Indonésie est le pays qui rejette le plus de plastique dans la nature.